j'espère ne pas être trop rébarbatif, mais je vais vous faire état d'un certain nombre de connaissances, de travaux, de recherches qui ont été publiés au fil des ans. Voilà. Et alors, je vais parler de l'individu, je vais parler des communautés, des groupes, des entreprises, et puis in fine de l'État. Mais déjà, dans tout ce que je vais dire, vous allez voir que l'État, il réapparaît de temps en temps. Toutefois, je voudrais parler de 3 mythes qui sont très fréquents, qui sont de l'ordre du sens commun, mais qui sont vraiment des mythes. Le premier mythe, c'est de croire que plus on est informé, plus on agit. Et ça, c'est extrêmement commun. Toutes les études ont montré que ce n'est pas le cas, en particulier dans le domaine de l'environnement. Il y a une grande différence entre prendre conscience d'un problème et agir en conséquence. C'est vrai pour la majorité de la population, mais c'est vrai aussi pour les personnes les plus concernées. Et là, je cite 2 études de 2017 qui montrent notamment que les naturalistes ont à peu près une empreinte environnementale équivalente à celle d'économistes. Voilà, donc ça rend modeste quand même, dans le sens de considérer qu'on a un peu l'élite, vous voyez, qui a tout compris. Et puis une autre qui montre que les écolos ont à peu près la même, ça s'appelle d'ailleurs, cette étude s'appelle Vert au sol, mais pas dans l'air, et le voyage dans l'avion des écolos est à peu près équivalent à l'entraîne de la population. Donc vous voyez, le fait d'être conscient d'un problème ne veut pas dire qu'on va agir en conséquence. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est de croire que plus on est effrayé, plus on agit. Et donc, on vous donne des images de... Alors aujourd'hui, c'est la grande mode de l'effondrement, de la collapsologie. Et alors, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont été faits sur la communication par la peur. Ça a d'abord été fait essentiellement sur la santé publique. Et puis, depuis un certain nombre d'années, alors là, il y a un énorme corpus, en tout cas sur la santé, mais depuis quelques années, on a également sur l'environnement, et y compris sur le changement climatique. Alors, rapidement, sur la santé publique, en gros, ça vous dit ceci, c'est que si vous avez une communication faible, du style « c'est pas bon de fumer », ça n'a aucun effet, les gens n'y réagissent pas. Si vous avez une communication forte, du style « fumer tue », ou alors ça ne suffit pas, vous mettez des poumons pourris, des estomacs complètement nécrosés, alors là, ça fait réagir. Mais là, alors, on est content, la campagne elle a marché. Ah, ça peut se discuter. Parce que vous avez 2 cas de figure. Soit la personne, elle a un fort sentiment d'efficacité à pouvoir agir. Auquel cas, elle s'occupe du danger et elle réagit au danger. Pour le tabac, c'est quoi? C'est 5 à 10% des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait que, pour ces personnes, aller un peu plus vite. Mais les 90% qui restent, qui ont un faible sentiment de pouvoir agir, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des phénomènes inverses. Ils ne vont plus chercher à résoudre le problème, mais à régler leur peur. Et ça fait des phénomènes de déni, de rejet. Oui, mon grand-père, il est mort à 80 ans, il fumait 2 paquets de clopes par jour et compagnie. Vous avez, ça c'est la réalité. Donc, si vous ne donnez pas en même temps qu'un message de peur les moyens d'agir, eh bien, vous avez des effets contre-productifs. Ça augmente la consommation de tabac. En l'occurrence, on a exactement le même phénomène aujourd'hui pour l'environnement. Alors, il y a pas mal d'études qui ont montré que les messages catastrophiques sur l'environnement poussent à l'immobilisme et aussi à l'appel à des dirigeants autoritaires. Et si je prends simplement le cas du réchauffement, du changement climatique, moi j'ai relevé 12 études sur les communications par la peur, avec expérimentales, non expérimentales. Une seule va plutôt dans le sens que le message par la peur est efficace. Voilà. Alors je voudrais juste vous citer une citation de Yann Arthus Bertrand. Plus encore qu'une écologie humaniste, il faut une écologie humaine, chaleureuse, qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec notre siècle. Et je crois que là est l'avenir de l'écologie. Ce ne sont en effet ni les menaces, ni les prophéties apocalyptiques, ni les leçons de morale, ni même les raisonnements rationnels qui changeront notre société. C'est l'élan qui nous pousse vers les autres, qui nous lie à eux. C'est l'amour dans ses multiples formes. Bon, ce n'est pas une citation scientifique, mais moi je vais vous dire. Alors, et la dernière chose, c'est croire que la loi résout tous les problèmes. Bien sûr que les lois sont importantes, mais les lois sont aussi nécessaires. Enfin, une condition nécessaire, c'est l'acceptabilité de la loi.
Beaucoup d'études ont été faites dans le domaine notamment de la protection de la nature. Je vous cite simplement un exemple. En 1973, les États-Unis, au niveau du Congrès, donc, il y a une loi qui sort extrêmement rigoureuse sur la protection des espèces animales en danger. Et je vous donne un seul exemple. Il y a un animal emblématique, un oiseau qui s'appelle le pic à tête blanche et qui, qui est rare, et c'est une des espèces visées par cette loi, et donc il vit dans des forêts très particulières. Les pics, c'est les vieux arbres, il faut qu'ils trouvent des trous, tout ça. Et lorsque des propriétaires de grandes forêts ont été alertés par ça, ils ont coupé les arbres d'à côté pour être sûr qu'on ne vienne pas les embêter avec l'histoire. Donc ça a diminué très fortement dans les années qui ont suivi la population des pics qui était notamment visée par cette loi. C'est lorsque dans les années qui suivent, on a modifié la loi, on a plus adapté et accepté que les gens, il y a une négociation que le pic est remonté. Les lois, il faut faire attention, et des lois très dures peuvent parfois avoir des effets inverses. Alors maintenant, excusez-moi, j'étais un peu long, sur l'individu, quelles sont les stratégies efficaces? Puisque j'ai montré que la peur, ça n'est pas forcément, l'information c'est insuffisant. Alors, il y a d'abord l'appel à la santé publique, par exemple. Le message, je crois qu'on a beaucoup informé sur le changement climatique, on n'a peut-être pas suffisamment donné l'accent sur la pollution. L'appel à l'altruisme, à la responsabilité sociale, phrase un peu rapide, chacun doit faire sa part, eh bien on sait que c'est des messages qui sont plus efficaces et plus efficaces également que les appels l'intérêt financier. Voilà, une étude qui a été faite, c'est la première étude qui a été faite expérimentale qui contenait des climato-sceptiques et plus de 500 personnes, et cette étude montre que ces personnes sont plus convaincues de l'intérêt d'action en faveur du climat lorsqu'on souligne que cela créerait une société où les gens sont plus respectueux et bienveillants que lorsqu'on met l'accent sur les risques causés par le changement climatique. Et l'effet des messages positifs était plus important encore chez les climato-sceptiques. Voilà. Alors un autre élément qui est facilitateur des comportements, c'est les situations facilitatrices. Un exemple très simple, vous avez plein de gens, ils sont tout à fait d'accord de recycler, mais si vous n'avez pas des poubelles bleues, jaunes, vertes qui permettent de le distinguer, eh ben vous ne recyclez pas. C'est des trucs aussi bêtes que ça, et donc le pouvoir, politique au sens large, hein, ça peut être l'Amérique, je veux dire, mais la disponibilité, la capacité de pouvoir permettre aux personnes d'agir. Et puis un dernier point, au niveau individuel, et ça m'amène au second niveau, c'est l'appartenance communautaire. Beaucoup d'études ont montré que nous sommes tous plus ou moins des coopérateurs conditionnels. Je suis prêt à payer mes impôts tout à fait normalement, mais quand même, quand j'entends qu'il y a des gens qui ne les payent pas, ben moi, ça me fout les coups de les payer. Je suis prêt à recycler, mais à condition que dans la rue, tout le monde recycle, sinon ça ne sert à rien. Donc, beaucoup de gens sont des personnes vertueuses, mais avec une vertu conditionnelle, on aimerait que tout le monde fasse la même chose, et si tout le monde le fait, alors on est prêt à le faire. Bon. Il reste combien de temps? Comment? Bon. Alors, donc, au niveau des groupes, ça c'est pour moi très important. Les groupes, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Garrett Hardin et puis le fameux livre, son article très célèbre sur la tragédie des communs. Et lui disait que à partir du moment où il y a usage collectif, enfin que forcément ça allait à la catastrophe. La seule manière de résoudre le problème, en quelque sorte, c'était d'avoir un pouvoir autoritaire fort. Et certains disent c'est l'État, mais certains disent aussi c'est le marché. Et Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie, même si c'est le prix de la banque de Suez, ça ne s'appelle pas prix Nobel, mais l'équivalent, eh bien, a montré que ce n'était pas tout à fait vrai et que vous avez beaucoup d'expériences communautaires au fil des siècles, dans le temps et dans l'espace, et qui montrent que la gestion communautaire locale, eh bien, est très efficace. Et de nombreux travaux ont montré que la gestion des forêts, la gestion de la pêche de manière communautaire est plus efficace que la régulation par le marché ou la libération par le marché ou la régulation par l'État. Alors voilà, donc il y a eu pas mal de travaux là-dessus. Je vais aller très vite. Il y a aussi des exemples au niveau de la communauté d'expérimentations qui ont été faites sur ce qu'on appelle, c'est horrible de nom, mais c'est le marketing social communautaire. C'est quelqu'un qui s'appelle Doug Mackenzie Moore, qui a fait beaucoup de travaux intéressants. En gros, il va utiliser des techniques
Le marketing, mais simplement, ça veut dire d'information à large échelle pour améliorer les situations. Par exemple, il donne beaucoup d'exemples en Australie, Canada, Espagne, il a fait ça dans différents pays, sur des thèmes aussi divers que la réduction des déchets, les émissions de carbone, la consommation d'eau, d'énergie, la protection de la qualité de l'eau. Je vous donne un seul exemple qui a été fait en Australie, une grosse campagne avec 10 000 autocollants, simplement de mettre pas de pub dans la boîte aux lettres. Ils ont mis en, comment dire, ils ont demandé aux gamins dans les écoles, ils leur ont distribué des stickers et les gamins les ont donnés aux parents, et ils ont fait une grosse campagne. Ça fait quand même sur une seule ville diminution de 50 millions de publicités non postées en un an. La campagne a coûté $350. Voilà. Correct. Hein, voilà. Et en plus, c'est la population qui a trouvé ça tellement génial, c'est eux qui ont payé la campagne. Donc ça n'a même coûté rien. Bon, alors, voilà. Et maintenant, ce n'est pas seulement la communauté humaine, mais c'est aussi la communauté avec les animaux, le vivant, pardon. On parle aussi de plus en plus de l'écologie, de la réconciliation. Et je trouve que c'est très important. Nous faisons partie de cet univers. Et voilà. Alors, maintenant, la solidarité écologique aussi, c'est un autre livre. Parlons rapidement des entreprises. Il y aura beaucoup d'exemples, mais ce que je trouve intéressant, c'est que bien sûr qu'il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui polluent et tout ça, et il ne s'agit pas de le nier. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand on résout des problèmes, notamment avec l'industrie. Dans un de mes derniers livres, j'ai notamment montré des grandes réussites de l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est lorsque s'associe ce que j'appelle la trilogie de la gouvernance, c'est-à-dire à la fois l'État, le marché, les industries, et la société civile, les associations. En l'occurrence, deux grandes réussites en particulier, par exemple, c'est l'ozone. Le trou d'ozone est en train de se reconstituer. Il devrait être reconstitué, si on reste vigilant, autour de 2050. Eh bien, c'est un homme, c'est Mostafa Tolba, qui était le directeur de l'Agence de l'ONU pour l'environnement, l'équivalent pour l'environnement de la FAO, de l'UNESCO, voilà, l'UNICEF. Et il a réuni autour de la table, eh bien, d'une part, des savants et des militants écolos, des industriels responsables de la destruction de la couche et des ministres de l'environnement de pas mal de pays. Il a fait travailler ces gens ensemble, il y a pas mal de bouquins qu'il a écrit même là-dessus, et on voit que lorsque ces gens travaillent ensemble, au lieu de se regarder comme des ennemis, eh bien, on résout un problème. Aujourd'hui, les industriels produisent à peu près 2% de substances détruites dans l'ozone, comparativement à ce qu'ils faisaient il y a 30 ans. Ça a été le protocole de Montréal, non contraignant juridiquement. Et puis un autre exemple qui me semble très important, le Rhin. Le Rhin, c'était le fleuve le plus pollué d'Europe, un cloaque à ciel ouvert il y a 30 ans. Le Rhin, aujourd'hui, on peut se baigner dedans depuis la source jusqu'à l'embouchure. Alors que, tenez-vous bien, c'est la plus grosse concentration mondiale, à équivalence avec les grands lacs américains, la plus grosse concentration mondiale d'usines pétrochimiques et sidérurgiques. Le Rhin, c'est un truc à polluer. La dose de métaux lourds tels que le plomb dans le Rhin est 10 à 20 000 fois inférieure aux standards sanitaires internationaux. Ça a été le même processus. Là, ce n'est plus Mostafa Tolba, c'est la ministre des Transports néerlandaise qui s'appelait Nelly Kroes et qui, à la suite il y avait une grosse catastrophe en Suisse, l'usine Sandoz de Bâle, elle a réuni des partenaires, la trilogie de la gouvernance, les militants écolos, les industriels, les États, et on a réussi à résoudre le problème du Rhin de façon non contraignante juridiquement. Maintenant, reste donc le pouvoir politique. Eh bien, j'y ai fait un peu allusion quand je parle de campagne, quand je parle de loi, quand je parle de trilogie de la gouvernance. Il me semble qu'il a un rôle évidemment de régulateur, il a un rôle, vous savez, comment on dit, est-ce qu'il est le rameur ou le barreur? Je crois qu'il a plus un rôle de barreur, mais je voudrais aussi dire quelque chose, parce qu'on pourrait croire que je suis un doux
rêveur, gentil, naïf, pas tout à fait. Il y a une autre, et je vais terminer là-dessus en essayant d'être le plus vite possible, le plus rapide possible, il y a une autre approche en sciences humaines que je trouve très intéressante, c'est ce qu'on appelle la pyramide de la régulation de John Braithwaite, qui est quasiment inconnue en France. John Braithwaite, c'était un fils de mineur qui a vu des familles mourir dans les mines en Australie. Il s'est dit, quand je serai plus grand, j'aiderai à faire des lois pour les contraindre. Il est devenu criminologue, il est devenu sociologue, et il a étudié la sécurité dans les mines, il a étudié la sécurité, l'hygiène et la sécurité dans les maisons de retraite. Ça a modifié complètement sa façon de voir. Je ne rentre pas dans les détails, simplement il est arrivé à une théorie à partir de l'empirique qui consiste à dire que la meilleure manière de réguler des situations problématiques, par exemple l'hygiène, la sécurité, eh bien, c'est d'abord de considérer les personnes a priori comme vertueuses et de discuter avec elles, d'essayer de les convaincre, tout ça, et de les considérer. Mais, notamment, par exemple, dans les maisons de retraite, tous les 2 ans, il y a des inspecteurs qui passent. 2 ans après, l'inspecteur qui passe, il dit, voilà, pardon, première visite, il dit, voilà, il y a ça qui va bien, il y a ça qui pose problème, mais je vous fais confiance. Mais quand même, faites attention, il y a des trucs à modifier. Je reviens dans 2 ans. 2 ans après, eh bien, il y a des gens qui vont avoir amélioré tout ça, et puis il y en a qui ne vont pas. C'est une faible minorité. À ce moment-là, on change d'anthropologie, c'est-à-dire qu'on n'est plus affaire à un acteur vertueux, mais à un acteur peut-être stratège, l'homo economicus. Et donc, il va falloir peut-être faire la menace de la sanction. On revient 2 ans après, ça marche bien pour un certain nombre, parce que ce sont des homo economicus et qui comprennent que tout leur intérêt, c'est de respecter les lois. Mais il y en a qui n'ont toujours pas respecté. Et là, on a soit affaire à des incompétents, soit à des irresponsables. Donc, vous voyez, et à ce moment-là, eh bien, 3e niveau, 3e attitude, c'est l'incapacitation, c'est-à-dire qu'on interdit la personne ou la structure d'agir. Donc, si vous voulez, il y a un processus de départ qui est plutôt dans la confiance, mais qui, au fur et à mesure, peut prendre des attitudes différentes. Je termine simplement en disant qu'à partir de cette idée de Braithwaite, je crois qu'on peut se poser la question de l'anthropologie fondatrice. Moi, je pense que le convivialisme est une anthropologie fondatrice, mais peut-être que je me trompe, et que c'est la mienne que je projette sur le convivialisme. Simplement, je dirais ceci. Un certain nombre de militants de la société civile partagent, paradoxalement, avec la pensée économique néolibérale, que l'être humain, il est fondamentalement égoïste. C'est étonnant quand même de voir qu'il y a une certaine proximité, alors qu'on devrait plutôt être éloigné. Alors, si nous avons une anthropologie positive, négative de l'être humain, et que nous voulons une société de convivialité, de coopération, mais puisque l'être humain, il est dans la compétition, il n'est pas là-dedans, il n'y a pas 36 solutions. Il faut instaurer une dictature du bien. Il faut obliger les gens à agir de façon coopérative. Bon, moi, dictature du bien, dictature, c'est pareil. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est que vous gardez l'anthropologie négative, ben vous abandonnez, puisque vous ne voulez pas une dictature du bien, vous abandonnez le projet d'une société convivialiste. Allez. Bon, alors, 3e possibilité, on change l'anthropologie. On considère qu'il y a une potentialité de bien chez tout être humain, et on part de ça pour faire ce projet de société conviviale, tout en étant tout à fait lucide, en disant que c'est un a priori que je pose, et qu'on va voir à la mesure des faits s'il tient toujours, et là je reviens à John Braithwaite. Pour ma part, je suis profondément Martin Luther Kingien, et I am a